On y va pour les 5 valeurs fondamentales de Mars, à la fois dans la carte natale, à la fois dans les transits, à la fois dans une révolution solaire. Ce que je vais dire dans cette vidéo peut s'appliquer en fait à tout ce qu'on peut faire en astrologie avec Mars, et ça va plus loin que ce qu'on lit en général dans les livres, sur les sites internet, puisqu'en général, sur ces différents éléments, vous allez trouver une des 5 interprétations, alors que, évidemment, suivant les circonstances, suivant la question que vous vous posez, suivant l'angle d'analyse qui vous intéresse, c'est l'une ou l'autre de ces 5 dimensions qui va être fondamentale. Bien, celle qui personnellement me passionne le plus, mais vous verrez au fil de cette vidéo quelle est votre interprétation de Mars, qu'est-ce qui vous touche le plus, mettez-les dans les commentaires pour partager avec les autres internautes. Eh bien, la première, et celle que je trouve quand même la plus fondamentale, c'est notre homme intérieur. C'est la dimension, on pourrait dire, jungienne de l'astrologie, c'est la dimension jungienne de notre Mars, et eh bien, Mars va représenter un homme, et c'est aussi dans les transits, dans les révolutions solaires. Si vous êtes une femme qui cherchez qui vous pouvez rencontrer dans l'année qui vient, eh bien regardez dans votre révolution solaire la nature de Mars, le signe, sa maison, ses aspects, et ça va vous donner un petit peu la qualité des rencontres amoureuses que vous pourriez faire. C'est une question qu'on me pose souvent, et cette réponse eh bien, apporte des éléments assez précis. Quoi qu'il en soit, quand on regarde comment est Mars dans la carte natale, ça nous donne une idée de l'archétype d'homme qui va nous attirer. Si on est un homme, eh bien c'est l'homme qu'on va chercher inconsciemment à développer, l'homme qu'on va pouvoir mettre en valeur et par lequel on va pouvoir attirer les femmes éventuellement. Et si on est une femme, eh bien ça va correspondre à une partie de notre animus, à quelque chose qui nous attire également cette fois-ci, mais plutôt à l'extérieur. Donc assez typiquement, une femme va attirer à elle un homme qui correspond à son Mars natal. C'est pas systématique, mais tendanciellement, c'est assez significatif. Par exemple, une femme qui aurait Mars en Cancer est inconsciemment à la recherche d'un homme assez maternel qui va pouvoir s'occuper de ses enfants, pendant qu'elle, certainement, a envie d'être plus libre pour lancer des activités, pour vivre des aventures, et elle est très contente, en fait, cette femme-là, eh bien, d'avoir un homme qui va avoir cette douceur, cette patience du signe du Cancer pour s'occuper des enfants. Et puis évidemment, des fois, elle va trouver que c'est trop féminin. Ce personnage de Mars, on va faire le cas pour une femme et puis on va faire pour un homme, pour détailler cette analyse que je vous fais dans cette vidéo. C'est important chez une femme de voir qu'il va y avoir d'autres élans vers d'autres types d'hommes que le Mars natal. La femme va être attirée éventuellement, si ça lui a manqué, si elle ne l'a pas intégré, vers son Saturne ou vers son Soleil, qui peuvent être des éléments plus paternels, et chercher ce type d'homme également. Une femme peut également chercher les choses qui correspondent à sa maison 7. Le début de la maison 7, le signe du début de la maison 7, va correspondre aussi à un type de couple qui attire. Donc, vous comprenez que l'ensemble de l'animus va être constitué de ces différentes parties, on pourrait rajouter aussi Pluton d'ailleurs, et du coup, il y a une grande complexité. Donc, évidemment, la femme a intérêt à comprendre quelles sont ces différentes parties. Évidemment, elle ne va pas trouver toutes ces parties dans le même homme, et voir comment elle peut elle-même intégrer une partie de ces aspects intérieurs pour ne pas être frustrée par l'homme qui nécessairement sera incomplet et qu'elle aura dans son couple. Concernant la position natale de Mars pour un homme, c'est donc un potentiel masculin qu'on va devoir mettre en valeur. Si ce potentiel masculin indiqué par la position natale de Mars est favorable, par exemple un Mars en Bélier, Mars en Capricorne, ou même Mars dans un signe de feu, seraient des positions favorables, eh bien c'est parfait, on va pouvoir se caler là-dessus. En revanche, si c'est une position plus compliquée, pensez par exemple à un Mars en Cancer, eh bien, comme Robin Williams, ça va être un Mars qui est un peu plus hésitant, qui va se chercher, qui va avoir besoin du confort du foyer, et dans ce cas-là, eh bien, ça va être plus compliqué de tirer notre énergie masculine de notre Mars intérieur, et on pourra aller voir du côté du Soleil, de Saturne, de Pluton, si on n'a pas des configurations plus feu, éventuellement, ou plus Capricorne, le Capricorne ayant une belle énergie masculine, ou plus Scorpion. Et il est notable que si vous avez une position natale de Mars plutôt affaiblie, à mon sens les deux
celle qui pose le plus questions, ça va être Balance, un homme très diplomatique, très empathique. Et le deuxième, ça va être Cancer, donc un homme très sensible, comme j'en parlais juste avant. Taureau, ayant quand même de la combativité, bien que étant théoriquement un exil, dans l'astrologie traditionnelle, ça me semble pas un Mars faible qu'un Mars en Taureau, mais les deux autres tendanciellement le sont. Et bien là, justement, si vous avez l'un de ces deux Mars, le challenge qui vous est proposé, c'est de développer aussi la qualité intérieure. Vous avez un Mars qui a besoin de retrouver son autonomie, un Mars qui a besoin de retrouver son indépendance, un Mars qui a besoin de retrouver son assertivité. Et donc, il y a tout un travail pour développer l'axe et inclure aussi le signe opposé. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire sur déjà le personnage qui correspond à Mars. Alors deuxièmement, Mars va correspondre à des qualités qui vont aller dans certaines directions. Les qualités que Mars nous donne de façon générale sont les qualités du guerrier, de courage, de combativité. Mars est assez explosif, donc c'est pas forcément un coureur de fond, ce serait plutôt Saturne, notre coureur de fond. Mais voilà, il va faire des actions intenses, courageuses, novatrices, il va avoir du leadership, et c'est la position de Mars dans notre carte natale va indiquer où est-ce qu'on doit, et on a un boost, on peut dire, de la vie pour développer ce courage, cette force, cette audace. Donc par exemple, si vous avez Mars mettons Gémeaux, comme Martin Luther King, eh bien vous allez pouvoir être audacieux dans la parole, prendre position, parler quand le groupe se tait, des choses comme ça. Mais donc, ça, on va le voir après, il y aura des conséquences à ça, dans le cinquième point de cette vidéo, les conséquences un peu plus néfastes de Mars, évidemment. Chaque combat va des fois avec des blessures. Alors ensuite, si vous cherchez dans les sites et dans les livres, on va vous dire que Mars correspond à notre énergie. Alors c'est très vague comme affirmation, et donc dans cette vidéo, je vous propose quelque chose de plus précis, puisqu'en fait, chaque planète apporte une forme d'énergie. Le Soleil va apporter une énergie spirituelle, une énergie feu pour devenir nous-mêmes, une motivation, une ambition pour devenir nous-mêmes. La Lune est de l'ordre de l'énergie éthérique, de cette énergie un petit peu magique, de cette forme d'amour universel, de cette forme d'amour maternel qui peut être en nous et qui peut nous motiver, là encore, mais sur un mode un petit peu cosmique, un petit peu mystérieux pour la Lune. Et Mars et Vénus sont les deux planètes qu'on pourrait associer assez facilement à notre plan émotionnel. Vénus, on tombe amoureux, Mars, on a du désir sexuel. Donc on est dans quelque chose, dans une volonté de se battre, dans une volonté d'être le plus fort, dans une volonté de survie. Et donc vous voyez, on pourrait continuer avec les autres planètes d'importance légèrement moindre, mais aussi très importante au niveau de notre énergie, et voir qu'en fait, chaque planète nous apporte de l'énergie. Donc quelle est la spécificité de Mars? Eh bien Mars, c'est notre désir sexuel, c'est notre désir de combattre pour vaincre. Si on réduisait l'énergie sexuelle à Mars, on ferait une erreur assez grossière, donc, puisque à la fois la Lune va donner cet instinct de clan, en fait. J'ai envie de me battre pour mon clan, j'ai envie de me battre pour mes enfants. On voit que dans la Lune, il y a aussi beaucoup d'énergie sexuelle, de ce point de vue. Je me sens lié aux autres, par le sang, dans la Lune. Dans Mars, c'est plutôt un instinct de reproduction qui est présent, mais finalement la connotation elle est plus extériorisée, elle est plus combative que dans la Lune, mais les deux sont sexuels. Et il est tout à fait exact de dire aussi que Pluton est une énergie sexuelle, simplement Pluton est l'octave supérieure de Mars. Donc cette même énergie sexuelle qui s'exprime à un niveau entre guillemets un petit peu basique chez Mars, d'attraction, de séduction, d'aller chercher ce qu'on veut, chez Pluton, il y a cette même recherche d'unité, mais cette recherche d'unité, elle va se faire par les ombres cette fois-ci, elle va se faire de façon spirituelle, par la destruction de ce qui est faux. Mais en fait, c'est aussi une énergie sexuelle chez Pluton, mais une énergie sexuelle qui va être plus destructrice, qui va aller chercher plus profond, on va aussi chercher l'unité, mais on va chercher l'unité par une intimité plus grande. Avec Mars, il y a, disons, une rencontre brève, intense, explosive entre deux êtres. Avec Pluton, c'est plutôt une alchimie profonde, mystérieuse, spirituelle entre deux êtres. Mais les deux, en fait, vont dans le sens de notre énergie sexuelle.
Pour être précis par rapport au sujet de la sexualité, il faut dire aussi que c'est évidemment l'ensemble de la carte qui s'exprime dans un acte aussi complet que la sexualité. Mars en tant que tel est donc l'un des 3 facteurs principaux, on va dire, du désir et de l'élan sexuel en tant que tel, mais évidemment que la personnalité, donc le soleil, le style de communication, Mercure, l'interface qu'on a tendance à avoir spontanément, l'ascendant, vont être autant d'éléments qui vont se rajouter. Évidemment que Vénus, la façon dont on se lie émotionnellement à l'autre, va être important aussi. Donc vous voyez que dans la sexualité, réduire la sexualité à Mars est évidemment une erreur grossière. Et j'ai même envie de dire que Mars n'est pas la planète ou le facteur astrologique le plus important de la sexualité. Il est vrai, en revanche, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la synastrie, et je vous renvoie aussi, pour ceux qui voudraient vraiment un détail, à des consultations que je peux proposer. Les détails sont en dessous, mais c'est assez complexe une synastrie, et c'est pas évident de le faire comme ça quand on n'est pas expert de l'astrologie, donc n'hésitez pas à regarder en dessous les coordonnées. Mais donc, par rapport à la synastrie, c'est quand même important, à mon sens, dans un couple, que les Mars et les Vénus se rencontrent jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que pour moi, un couple où il n'y a pas d'aspect positif entre les Mars, ou entre les Mars et les Vénus, ou entre les Vénus, va échanger beaucoup moins facilement d'énergie sexuelle, malgré tout ce que j'ai dit avant. Mais ça va représenter un potentiel. Mettons par exemple le cas idéal où le Vénus de la femme serait, mettons, en trigone ou sextile avec le Mars de l'homme. Donc cas assez idéal de ce point de vue. Et qui augurerait, s'il n'y a pas d'autres carrés, par exemple carré Mars-Mars, il y a une opposition assez frontale dans les mécanismes de défense, on le verra en 4e partie de cette vidéo. Mais donc, s'il y avait juste ça entre les Mars et les Vénus, un joli sextile, Mars de l'homme, Vénus de la femme, on serait quand même dans une situation sexuelle assez idéale, mais évidemment, tout cela serait conditionné par l'ensemble de la relation, c'est-à-dire que si l'aspect émotionnel qui va être lié majoritairement à la Lune et à Vénus dysfonctionne, eh bien la femme typiquement va se fermer et il n'y aura pas de relation sexuelle, même s'il y aura une attraction inconsciente. Et de la même façon, si les personnalités, donc les soleils, ne se comprennent pas, si les besoins évolutifs liés au soleil, si les missions de vie liées au soleil ne se rencontrent pas, parce que y a un carré, il y a une opposition par exemple entre ces soleils, et bien là encore, les frustrations vont s'accumuler et l'intimité n'aura pas lieu non plus. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble. 4e partie de cette vidéo, notre âme est une ville, un petit peu comme dans la vision de l'Apocalypse, vous savez, la Jérusalem céleste, qui descend du ciel et qui a certaines portes et qui a un certain contenu. Eh bien, dans cette ville, Mars, c'est notre armée, en fait, notre armée protectrice. L'ascendant, c'est la muraille. Cette muraille, en fait, on pourrait dire, voilà, l'ascendant, c'est comment se relier au monde, donc c'est à la fois une porte, mais dans cette porte, vous savez bien que les gens protègent aussi. Quelque part, l'ascendant protège nos blessures, notamment donc Pluton, la Lune noire, Chiron, pour peut-être les 3 principales. Et donc, l'ascendant fait ce filtre, en fait, de qu'est-ce que je laisse passer comme information à l'extérieur, et inversement, qu'est-ce que je montre de moi aussi à l'extérieur. Donc l'ascendant est une protection un petit peu passive, si on veut, en ce sens que c'est pas une protection qui aurait l'air punchy comme ça de l'extérieur, c'est plutôt une certaine configuration qui donne quelque chose d'un petit peu lisse à l'extérieur, sachant qu'on aime bien souvent se relier à des personnes assez simples pour résoudre des questions pratiques. On ne demande pas à son garagiste, par exemple, de nous faire un exposé sur la relativité générale, on a juste envie que le frein soit bien remis à sa place. Donc l'ascendant, quelque part, c'est ça, c'est cette chose assez lisible qui permet de rentrer en interaction relativement simple avec les autres, même si l'ascendant peut être quelque chose d'extraordinairement complexe, c'est quand même ça sa fonction principale, et en tant que tel, eh bien, voilà, il dit, tu peux avancer à cette distance et pas à cette distance. Donc l'ascendant, en fait, est une première forme de protection qu'on met à l'autre, où on va un petit peu tester aussi. Par exemple, moi je suis ascendant Lion, je vais voir est-ce que la personne elle est positive, est-ce qu'elle réagit positivement à ma créativité, et donc quelque part ça va faire un filtre entre les personnes que je laisse rentrer dans ma vie ou les personnes que je ne laisse pas rentrer dans ma vie. Maintenant, si une personne, justement, bien que l'ascendant ait montré certaines limites du moi, si une personne franchit de façon intrusive, on va dire, dans notre espace personnel, eh bien, dans ce cas-là, Mars, l'armée, va entrer en action.
puisque là, bah, l'ascendant n'a pas suffi. Donc par exemple, moi, si quelqu'un dépasse voilà, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de positivité lié au lion, ce besoin de convivialité, ce besoin d'une discussion assez ludique, on va dire, un petit peu c'est ces frontières que je pourrais mettre, frontières et puis façon de donner des informations, et bien dans ce cas-là, je vais rentrer avec Mars en Capricorne sur une protection assez stoïque, assez distante, assez hivernale, assez froide. Et la personne va se retrouver en face d'un igloo, en face d'un mur de glace façon Game of Thrones, le mur qui sépare des terres sauvages au nord, en fait. Voilà, ça c'est mon mécanisme de défense avancé. On verra dans une autre vidéo, je détaillerai, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein, elle n'est pas tout à fait finie, mais mettez-les, comme ça je vais ajuster dans les vidéos suivantes la présentation que je fais de Mars. J'ai envie de vous parler ensuite, de détailler comment tout ça se développe dans les différents signes. Et donc voilà, ce mécanisme de défense va s'articuler en fonction du signe principalement où se trouve Mars. Une personne maintenant qui aurait Mars en Gémeaux, ou Mars en Balance, j'en ai connu plusieurs dans ces configurations, eh bien va commencer à parler beaucoup en fait quand elle se sent attaquée, quand elle se sent insécurisée. Parler beaucoup avec des amis, parler beaucoup avec vous-même un peu comme si vous n'aviez pas compris en fait. Hein. C'est une armée dans ce cas-là qui est assez diplomatique, une armée qui est assez philosophique. C'est un petit peu façon Marshall Rosenberg, il y a un conflit, donc on va parler plus, hein. Un peu façon ONU si vous voulez. Et donc une personne qui rentre dans un stress, hein, on pourrait mettre 3 degrés de stress, hein, je l'ai fait dans d'autres vidéos. Premier degré de stress, vous répondez par l'ascendant, hein, deuxième degré de stress, vous répondez par Mars, troisième degré de stress, vous répondez par Pluton. Quoi qu'il en soit, ici, on est sur le deuxième degré de stress, et une personne qui est en deuxième degré de stress avec Mars dans un signe d'air, donc pour prendre un autre exemple, eh bien, va vous réexpliquer les choses. Mars en Balance, va y avoir un côté un petit peu justicier, là, comme Saint-Michel, mais tu sais, ça c'est pas bien de faire ça, et ça il faut le faire comme ça, et voilà. Et ça va être, c'est quand même Mars qui va s'exprimer, bien que ce soit un Mars en Balance ou un Mars en Gémeaux, donc il y aura quand même de l'énergie combative, mais par le langage. Et puis, venons-en à la 5e et dernière partie de cette vidéo, qui traite de la signification négative, entre guillemets, de Mars, qui doit couper des choses, qui doit faire exploser des choses. Là encore, Mars est l'octave inférieure de Pluton. Pluton va détruire ce qui ne sert pas pour reconstruire, pour qu'il y ait une renaissance. Je vous renvoie à la vidéo sur le Scorpion que j'ai faite, les 3 étapes du Scorpion et la renaissance du Phénix. Ici, Mars va avoir la même fonction, mais d'une façon plus concrète. Pluton va détruire principalement notre psychologie. Il peut tout à fait détruire une amitié, il peut détruire un mariage, il peut détruire un travail, mais avant tout, l'objectif visé par Pluton est un objectif psychologique, intérieur. Il va aller exprimer nos ombres pour les mettre en lumière. Mars a un fonctionnement un petit peu plus direct, un petit peu plus évident, mais néanmoins, on va dans la même direction d'une certaine violence, d'une certaine brusquerie qui arrive dans notre vie pour eh bien, oser dépasser et aller vers nous-mêmes. C'est la même position que là où on doit mettre notre courage. Donc il y a en fait 2 options dans la position de Mars. Soit on a le courage, par exemple si c'est Mars en Gémeaux dont je parlais, de parler. Mars en 2e maison, ça pourrait être un courage d'entreprendre, de vivre une vie familiale qui n'est pas évidente. Mars, disons, en maison 9, ça pourrait être d'aller chercher un sens profond aux choses. Mars, maison 8, ça pourrait être d'explorer nos ombres, etc. Quoi qu'il en soit, on est censé faire ce travail de courage, qui n'est jamais facile. Et donc, soit on fait ce travail de courage, donc on accepte de vivre le chemin du héros, soit on refuse, et dans ce cas-là, eh bien, Mars va utiliser cette épée que nous n'avons pas utilisée à l'extérieur, à l'intérieur, et créer des chocs dans notre vie, que ce soit des accidents, que ce soit des maladies. Et par exemple, moi j'ai Mars donc en Capricorne. Mars en Capricorne, eh bien, ça correspond au genou. Hein,
Chaque zone du corps correspond à un signe, et le signe qui correspond au Capricorne, c'est les genoux, et ici, en fait, je devais faire preuve de courage pour accumuler des informations, accumuler des compétences de façon humble, hein, puisque le Capricorne est patient, le Capricorne est humble. En plus, moi, c'est en maison 6, qui est la maison qui correspond globalement au signe de la Vierge. Donc voilà, tant que je ne trouvais pas ce courage aussi d'aller chercher et d'exprimer des connaissances, disons, spéciales, des connaissances originales, des connaissances novatrices, eh bien, là aussi, je me retrouvais dans des situations de tension intérieure avec la maison 6. On peut l'associer aussi aux intestins, et c'est pour moi les genoux et les intestins deux zones du corps qui ont été qui ont demandé un gros travail intérieur jusqu'à ce que justement le guerrier soit ni trop ni pas assez, hein, parce qu'évidemment quand le guerrier veut en faire trop, là aussi on va vers de l'inflammation, on va vers de l'irritation, on va vers de l'acidité, donc c'est aussi une question d'équilibre. Je reprends mon exemple par rapport donc à ce côté lourd, ce côté violent, ce côté intense négativement de Mars. Et c'est vrai que le moment le plus spectaculaire d'un point de vue de la santé, ça a été une fois où je me suis en ski retourné le genou en fait. Parce que ici, la signification c'était Mars en Capricorne. Et en maison 6, c'est un Mars qui est extrêmement patient, qui travaille de façon méthodique, qui travaille de façon lente, qui travaille à long terme. Et ma façon de vivre, elle était beaucoup plus sagittaire, elle était beaucoup plus touchous. On descend à fond, sans trop se poser de questions d'où il y a des bosses, où est-ce que ça passe, où est-ce que ça passe pas. Et c'est cette leçon que je n'avais pas du tout intégrée. En fait, il y avait une sorte d'excès de confiance, excès de naïveté, excès de prise de risque. Et ici, eh bien voilà, Mars répond à ça en nous montrant cette faiblesse qu'on a par rapport à l'utilisation de notre désir. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez de plus sur Mars. A priori, je ferai donc une vidéo ou deux sur Mars en signe, très détaillé, au-delà des interprétations un petit peu basiques qu'on peut trouver. Vous pouvez aussi mettre vos expériences en fonction de comment est Mars en signe et comment ça s'exprime pour vous, ces 5 dimensions qu'on a vues aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Merci, à bientôt.